mais cette présentation-là, on l'a fait à deux. Moi, Isabelle Morin du Creux Centre du Québec. Et Ils sont des pédas du Creux Montréal. bon, faut spécifier que leurs bureaux sont juste au-dessus du RN. Qui commençait donc? Ah, c'est moi. Oui, On s'est c'est toi. partagé les diapos. Bon, OK, on regarde là-bas. J'en fais pas à tous les jours des présentations, donc on s'habitue. Bon, ce volet-là, aujourd'hui, celui-là, c'est le 2, démarche et approche. Les objectifs, c'est de cibler les parties prenantes et de les approcher efficacement parce que le milieu, industrie, commerce et institutions, c'est particulier à approcher. Donc, une petite idée de ce qu'on va parler. On va parler d'identifier les secteurs potentiels, l'amorce, comment on rencontre ces gens-là. Entre autres, des outils, une offre accrocheuse. On va parler d'un dépliant 1 à 2 pages ou le forfait. Et finalement, on va parler de la diffusion et du suivi. Parce que c'est bien beau d'envoyer un courriel pour offrir un projet, il faut faire des suivis. À toi, Nelson. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, la première chose à regarder, pour certains, c'est une évidence, mais ce n'est pas toujours évident. Dans mon expérience, c'est pas tout le monde qui comprend ces éléments-là encore de manière complète. C'est qu'il faut cibler des territoires, n'est-ce pas? Évidemment, il faut commencer par un élément, une étape de base, puis ça passe beaucoup pour l'identification de tout ce qui est îlot de chaleur urbain. C'est une notion, je présume, qui est quand même assez familière à tout le monde. C'est un phénomène qui se retrouve à des différents niveaux selon les centres urbains dans lesquels vous travaillez, mais évidemment, ça existe un peu partout. Donc, on parle de quoi? Îlots de chaleur dans les ICI, donc centres de surprise, les centres commerciaux, immenses stationnements minéralisés qui devient extrêmement chaud l'été. Et on parle des centres-villes, donc forte densité du cadre bâti, peu d'espace vert, beaucoup de places allouées à l'auto, donc très peu de verdure. Puis, les quartiers industriels, bien entendu, là, c'est comme les lieux symboliques des bases pour imaginer un espace hyper minéralisé. Donc, leur présence, évidemment, contribue à augmenter la température globale d'un territoire. Oui, il y a les quartiers industriels qui subissent vraiment un effet de lots de chaleur important, mais en plus, ça vient contribuer à cet bilan urbain global, si on veut. Et là-dedans, il y a des bâtiments, mais il y a aussi des travailleurs qui Effectivement. subissent finalement l'effet des îlots de chaleur, donc ils sont très défavorisés parce que souvent, mettons, tu as 1 heure ou une demi-heure pour aller luncher, les espaces de repos, il y a une table à pique-nique, mais parfois c'est vraiment en plein milieu de la bitume, il n'y a pas d'arbres, il n'y a absolument rien, donc c'est quand même assez difficile pour ces gens-là. Puis un autre élément qu'il ne faut pas perdre en considération aussi, même si c'est ICI, donc on ne parle pas des secteurs résidentiels, il faut quand même tenir compte lors de la priorisation, en tout cas c'est comme ça que nous on l'a fait, tenir compte de l'existence des secteurs résidentiels qui sont situés à proximité pardon, des ICI et que ça donne qu'ils sont souvent à très forte défavorisation matérielle et sociale. Donc, ça, il faut toujours le garder en tête. Puis, donc, pour analyser le territoire, il y a quand même plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Il y a la carte des îlots de chaleur urbains que vous avez certainement déjà croisée quelque part dans votre vie professionnelle et la carte de la vulnérabilité matérielle et sociale aussi. Donc, plus c'est rouge, plus c'est chaud. Pour la carte de la vulnérabilité matérielle et sociale, c'est 2 cartes de l'INSPQ, en fait, du portail de la santé publique du Québec. Et nous, on croise habituellement ces 2 données-là pour prioriser un territoire. Donc, sur la carte ici, plus c'est foncé, plus c'est bleu-violet, plus c'est hyper défavorisé. Donc, je profite de l'occasion pour mentionner, on voit vraiment la différence entre l'Est de Montréal et l'Ouest en termes de défavorisation. Donc, nous, on a priorisé, dans le cadre de la campagne ILO, on a priorisé vraiment l'Est pour commencer. Il faut dire que ça va être financé par la santé publique parce que les îlots de chaleur sont un enjeu environnemental, mais aussi un enjeu de santé publique. En bas à gauche, nous avons l'Atlas des vulnérabilités aux aléas climatiques de l'Université Laval. Très bel outil, vraiment très intéressant, qui existe, qui fournit des données pour tout le Québec. Puis aussi, les sites du ministère des Ressources naturelles du Québec offrent des cartes topographiques, finalement, avec des cours de niveau qui permettent d'évaluer l'existence des cuvettes, qui ça va être des lieux aussi à cibler ou lorsqu'on fait un projet de divertissement, est-ce qu'on se situe sur une cuvette? Est-ce qu'on va avoir des enjeux de drainage, d'accumulation d'eau? Avec les changements climatiques, les pluies de plus en plus importantes, évidemment, c'est des éléments qu'il faut absolument tenir en considération.
Tu avais mentionné aussi dans tes commentaires l'indice des canopées. Bien sûr, la carte de cet indice des canopées qui peut être un outil vraiment intéressant pour prioriser des territoires. Isabelle, à toi. On a un petit quiz. Quelle est la différence de température possible entre en plein milieu d'un stationnement en canicule quand il fait 35 degrés dehors ou en plein milieu d'un beau boisé ombre et frais? Essaye. Oui, Oui, Sandra? OK. C'est proche. Est-ce qu'il y en a d'autres? Vas-y. Oui? 7 degrés. Comment tu dis? 5, 15? 7. 7. OK. Qui dit mieux? 20 degrés. OK. C'est bon. C'est sûr qu'en plein hiver, la différence n'est pas la même. Il y en a moins. Je pense qu'il y avait une autre réponse. Bon, ça y Ah, est. ben, la réponse, c'est que Ça ça va. peut aller jusqu'à environ 12 degrés Ouais. Celsius. Puis c'est pas un chiffre qui est coulé dans le béton, c'est Non, non, j'ai dit bien c'est en plein ça. milieu. Aujourd'hui, je suis pas sûre qu'on aura la même différence de température. Mais Non, on c'est parle clair. en plein milieu d'une canicule. Même moi, je le vois quand je suis à Drummondville, quand je sors de la ville et que je tombe, la minute que je sors du centre-ville et que je vais en banlieue, je vois déjà 2-3 degrés de différence. Donc, acteurs et alliés dans les secteurs ciblés. Qui est-ce qu'on peut rencontrer qui peuvent être les partenaires pour faire des liens, pour rencontrer les entreprises? Si on parle de commerce, il va y avoir les chambres de commerce. Au niveau industriel, bien, les sociétés de développement économique, vous pouvez approcher d'ailleurs les commissaires industriels. Entre autres, à Victoriaville, j'en ai approché un pour justement cibler et faire le lien aussi, parce que les gens ne nous connaissent pas nécessairement, donc ces partenaires-là transfèrent l'information et eux autres sont bien connus de ces gens-là, vu que c'est leur intermédiaire, leur référence. Ça peut être un coordonnateur en aménagement du territoire aux villes. Les centres commerciaux, j'en ai travaillé sur un, et ce qui est particulier, c'est pas, il ne faut pas aller voir nécessairement le marchand parce que c'est les bannières qui décident au niveau du centre commercial. Les bannières et le propriétaire du site, tandis que les bannières sont locataires. Donc, c'est vraiment un mix entre les deux, ça se fait en équipe. Les entreprises de location dans les quartiers industriels, ce pas toutes les entreprises qui sont propriétaires, il y en a plusieurs qui louent, donc c'est de s'adresser à ces entreprises de location. Ça peut être aussi comité vert dans les entreprises lorsqu'il y a un lien existant. Nous, c'est une entreprise qui nous avait demandé pour leur comité vert d'aller passer une journée en plantation avec nous l'année passée. Et cette année, ils nous ont demandé, on aimerait ça faire une plantation, mais différente de l'année passée. C'est comme ça que j'ai dit, oh, ben, écoute, on va aller planter chez vous avec vous autres. Un beau lien. Un levier. Quand vous rencontrez des gens pour votre première approche, il est important d'arriver bien préparé. On parle d'industrie, les gens sont pressés, occupés, il faut que ça se fasse rapidement. Donc, arrivez bien préparé lors de la première rencontre. Ayez un PowerPoint ou un Google Slide, mais une présentation avec un visuel, un argumentaire avec des avantages, comme vous voyez ici, les bénéfices pour les propriétaires. Je ne vous les détaillerai pas au complet parce qu'on est un petit peu limité, mais comme vous voyez quand même, vous allez pouvoir leur lire par après aussi. Donc, à l'époque, on parlait entre autres d'un accompagnement personnalisé gratuit, des parties de subvention, images corporatives valorisées, espace attrayant pour la clientèle et ses employés. C'est aussi une belle occasion de team building. Des économies d'énergie aussi. Ça, Oui, c'est vraiment oui, très oui. important. Je ne sais pas si sur cette diapo-là, mais que ce soit l'été ou l'hiver, Oui, l'avertissement, ça contribue à réduire les coûts énergétiques. et augmenter la valeur foncière du bâtiment. Donc, vous voyez ici, c'est notre présentation, notre page site de présentation. Donc, avec nos coms, on a vraiment fait dessiner un logo, une vague comme ça parce que c'est un coup de fraîcheur. Vous voyez, les couleurs du CREC, Centre du Québec, se reflètent dans la page. Et cette vague-là se ramène ici. Puis on trouve beaucoup de visuels, bien, comme là, on montrait l'entreprise où elle est située. Et maintenant, on le montrait avec la carte d'îlot de chaleur.
ça parle beaucoup. Donc, un frein, oui, approcher les ICI, c'est délicat. Sont réticents par manque d'intérêt. Ils ne connaissent pas nécessairement ça. Ce n'est pas nécessairement leur priorité au niveau financier. Eux autres, c'est plus de réinvestir dans l'entreprise. Ils connaissent moins, ils ont moins de connaissances en environnement et ils ont peu d'espace disponible parce que les espaces, souvent, ils les gardent pour des projets futurs d'agrandissement. Donc, c'est pour ça que ça peut être plus en façade ou dans des espaces repos pour des employés. C'est des endroits appropriés. Oui, exact. C'est à moi. C'est à toi, hein? Oui. OK, d'abord, je te laisse. Les amorces. Donc, ben, tu l'as très bien mentionné, Isabelle, il faut vraiment être bien préparé d'avance, avoir vraiment les bons argumentaires. Je pense que ça, c'est vraiment indispensable tout au long du processus, en fait, de démarchage. Au niveau des amorces, ce qui est important aussi lors de la première rencontre, c'est de bien écouter les besoins et les contraintes. Tu sais, on a pris le temps de regarder les îlots de chaleur, on a pris le temps de caractériser d'une certaine manière un peu le territoire. Dans certains cas, on va aller même jusqu'à imaginer des aménagements que nous, on croit qui seraient vraiment intéressants, mais il faut jamais perdre en considération les besoins du client, faute de quoi, évidemment, votre projet, il passe en partie à côté de la traque. Amener aussi du matériel, amener des photos, des travaux que vous avez déjà réalisés, qui sont potentiellement applicables aussi à ces territoires-là. Avoir déjà une idée du budget. La personne va vouloir savoir, ne serait-ce qu'approximativement, quels sont les coûts d'une telle intervention. Parmi les leviers, évidemment, démontrer son expertise, un peu comme on l'a mentionné tantôt, avec des photos puis des différentes réalisations. Un site Internet aussi du projet qui va contenir beaucoup plus d'informations à laquelle la personne pourra s'y référer suite à votre départ. Aussi, avoir une liste des bailleurs de fonds potentiels, comme vous en avez mentionné tantôt. Puis, en tant que levier aussi, ne pas négliger l'état des surfaces lorsque vous visitez les lieux. Ça peut être un indice justement qu'il y a des travaux à venir qui pourraient s'arrimer à votre projet. Donc, évidemment, on parle de nids de poules, trottoirs délabrés, pas seulement de l'asphalte aussi, mais les voies piétonnes au sein d'un site. Oui, parce que je peux même dire que nous, il y a un projet où justement, on n'a pas pu déménager parce que ça faisait juste 5 ans que l'asphalte était fait. Question de rentabilité, on ne défera pas de l'asphalte neuve, même si on veut en enlever. Exactement. Donc, c'est ça. Puis, tantôt, comme on l'a dit, on va écouter les besoins. On a fait possiblement aussi une évaluation des potentiels. Il faut cibler en amont, idéalement, des propositions ou des idées qui pourraient se faire sur les sites. Donc, 2-3 idées qui pourraient s'avérer intéressantes et qui pourraient enthousiasmer les propriétaires. Là, je pense que vous avez... ça, c'est une image d'un projet que vous avez fait à Drummondville, oui. Oui. C'est ça? D'ailleurs, on voit en haut le avant et le après. Exactement. Voilà. Donc, au niveau des défis et des contraintes, bon, peu de temps pour convaincre. Ça, c'est vraiment un défi. Faut une demi-heure, c'est bon. Une demi-heure maximum. Il ne faut pas non plus passer des heures. La personne n'a pas le temps de toute façon. Avoir un montant budgétaire du client. Donc, ça veut dire qu'il faut, oui, même si j'ai du financement pour la réalisation des projets, il faut toujours essayer d'aller chercher essayer que le propriétaire en question puisse investir des fonds lui-même. Donc, que l'argent de la subvention sert comme un effet de levier pour que la personne aussi passe à l'action, donc entre 5 et 10 000 $ approximativement qui pourraient être demandés au client. Aussi, tenir compte aussi qu'une rénovation des bâtiments convient mal à l'ajout d'un aménagement, surtout si le budget est déjà alloué. Puis, ça peut aussi avoir des conséquences si jamais je réalise un projet de bâtiment puis un projet de rénovation des bâtiments qui peut venir aussi endommager les aménagements. Donc, il faut toujours garder en considération ces différents éléments. Et si la personne ne les mentionne pas, il faut vraiment poser des questions. Ça nous est déjà arrivé. Un projet qui a été totalement dévasté par des rénovations. Ah, ben nous, c'était l'inverse. Il ne restait plus. C'était si le reste du budget à la fin, on va le faire. Ouais. Il n'en restait pas. Il n'en restait pas, c'est ça. Donc, il faut faire vraiment particulièrement attention dans les délais entre la rencontre des présentations dans laquelle vous avez déployé toute votre artillerie, puis le retour finalement avec un plan préliminaire. Donc, ça peut amener vraiment des intérêts. Si ça fait 2 mois, là, j'exagère peut-être un peu, mais 1 mois, 2 mois que la personne attend, ça se peut qu'elle soit déjà rendue ailleurs dans sa réflexion. Une autre contrainte aussi importante, puis là, ça va varier quand même d'un territoire à l'autre, c'est la question de la réglementation municipale. Donc, comme vous le savez, beaucoup de gens vont passer à l'action parce qu'il y a une nouvelle réglementation qui les contraint finalement à aller plus loin. Donc, si la réglementation n'est pas contraignante, c'est un petit peu plus difficile de convaincre les propriétaires de passer à l'action.
Dans le cas de Montréal, il y a certains arrondissements qui sont déjà rendus assez loin dans cette réglementation-là, donc vraiment qui va dans le sens de l'adaptation au changement climatique, mais c'est loin d'être gagné malheureusement partout, même sur l'île de Montréal. Puis, sensibiliser aussi, dès le départ, assez rapidement, l'ICI à prévoir un budget d'entretien, parce que vous le savez, tous ceux qui font du divertissement savent que la survie des végétaux est un méga enjeu. Donc, la question de l'entretien, l'arrosage et voir les remplacements des végétaux au bout d'un certain temps, il faut quand même qu'ils soient conscients que ça fait partie des règles du jeu. Voilà. Je te laisse avec Donc, 2.3. les outils utilisés, un dépliant, ça fait partie d'une belle offre accrocheuse. C'est un document marketing qui offre une synthèse du projet. Ça priorise les listes à puces. Faites pas des romans, s'il vous plaît. Des listes à puces, eux autres, ils lisent vite et souvent en diagonale. Donc, pas de paragraphe. Des belles photos, idéalement, de vos projets réalisés. Nous, au début, ça n'était pas des projets réalisés. D'ailleurs, ici, c'est à l'ITA Saint-Hyacinthe. Oui, ici, c'est un stationnement qu'on a verdi. Mais c'est quand même dans la région. Là, ici, c'est un stationnement certifié co-responsable à Victoriaville, au stationnement Pierre-Laporte, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, oui, c'est ça, des belles photos. Idéalement, à faire concevoir par votre expert en communication, si vous en avez un au bureau ou par une firme externe. On parlait de frais de professionnels, ça n'est un frais de professionnel, surtout aussi pour le développement du logo, qui est important. Encore ici, j'avais la partie bénéfices pour les propriétaires. Ça, c'est une page, mais dans notre portion 2 pages, il y a cette partie ici de bénéfices. Un levier, c'est ça, lister les bénéfices des propriétaires. Bien important, eux autres veulent savoir qui gagne. Un autre offre accrocheuse, le forfait. Ça, là, vraiment, c'est un must. Pourquoi? C'est un outil, c'est ça, c'est parce que ça donne du concret. Vous voyez ici, on a comme 3 possibilités de budget. En démarrage, d'une valeur de 8 000 jusqu'à 4 000 de rabais. On mentionnait jusqu'à 50 de financement. On avait en croissance et enraciné. Dans l'enraciné, on incluait un 100 mètres carrés d'asphalte retiré. Donc, selon la grosseur en démarrage, croissance ou enraciné, les gens peuvent avoir une idée de ce qu'il y aurait à investir, de ce qui est possible. Et un atout particulier, le forfait clé en main. Le fait que vous prenez, vous les rencontrez, vous faites la rencontre avec les gens, on gère le projet à grandeur jusqu'à la fin. Pour eux autres, c'est vraiment un gros oui. Plus facile, en tout cas. Oui, c'est moi. Merci Isabelle. Donc ici, on a un autre exemple des forfaits de divertissement donc, qui nous présente finalement 4 thèmes, dont les 3 premières est vraiment axées sur la question de la fraîcheur purement. Ensuite, il y a on a vraiment envie d'améliorer la biodiversité. Puis ensuite, c'est un aménagement nourricier. Il y a de plus en plus d'entreprises qui ont déjà un comité qui travaille sur la question de la nourriture ou qui vont avoir des arrimages avec des organismes du quartier. Donc, c'est vraiment une option qui est de plus en plus populaire, bien entendu. Donc, puis, évidemment, une option à la carte. Donc, si ça ne correspond à aucun de ces 3 objectifs-là, on peut toujours faire une option à la carte. Puis aussi 2 ampleurs ici. Petit déploiement, 4 500 $, grand déploiement. Donc, on parle vraiment, évidemment, d'une bonification des arbres, des arbustes et des vivaces par rapport au petit déploiement. Donc, ça permet aux gens d'avoir une idée de l'impact en termes des végétaux qu'un investissement peut avoir tel qu'indiqué sur la photo, sur la diapo. Donc, ça, c'est un forfait, j'ai été à mentionner, du creux Estrie. Et ensuite, un autre exemple. Donc, ça vient du creux Capitale Nationale. Puis là, vous me corrigerez ou vous bonifierez en conséquence s'il le faut. Donc, c'est des forfaits en relation avec la distinction des lieux selon des subventions selon les lieux. Donc, ici, c'est la Ville de Québec qui offre un montant supplémentaire pour la subvention. Donc, quels sont les leviers? Et on a vraiment une offre de forfaits qui permet d'aller chercher un budget pour les projets. Donc, en plus de notre financement à nous et de la contribution d'entreprise, il y a des municipalités. À Montréal, il y a le plan d'action Canopée aussi qui peut contribuer à cet objectif-là. Important encore une fois, mais ça c'est vrai pour tous les documents de ce type-là, il faut vraiment bien le monter avec une personne qui se connaît vraiment
graphisme, communication, un beau visuel, c'est vraiment très important. Maximum 3 ou 4 offres pour pas non plus perdre la personne, puis éviter des textes sous forme des paragraphes, mais ça, je pense que c'est transversal aussi à tous les documents. Puis comme on voyait, là encore, le sur-mesure, parce que ça donne l'idée de départ, puis après, on s'adapte au client. L'engagé, l'expert, c'est bon. C'est très punchy, comme j'aime bien. Et pour terminer, un quatrième exemple, ça vient de la Sauverdi, la Société de divertissement à Montréal, qui, eux, ils gèrent les plans d'action de Canopé, mais une panoplie de subventions à Montréal, c'est vraiment la référence. Donc, l'idée ici, dans cette visuel-là, c'est de mettre en lumière qu'il y a vraiment une prise en main totale du forfait par l'entreprise. Donc, on a vraiment la phase consultation-analyse, c'est du classique, la réalisation de la plantation, mais aussi mettre bien en évidence la phase 3, qui est la phase de l'arrosage et l'entretien. Donc, moi, je suis un client. Je sens vraiment, en tout cas, ça me donne une très, très bonne idée justement de qu'est-ce que ça représente et de faire affaire avec la Sauverdi. Approche en 3 phases, comme c'est marqué, puis c'est la mise en valeur du caractère clé en main qui est quand même bien mise en évidence. Voilà, je te laisse Isabelle avec diffusion et suivi. Donc, c'est beau, on les a rencontrés, on leur a expliqué. Merci, 2 minutes. L'important, c'est de miser sur le suivi des outils de communication des partenaires locaux. Non, on peut miser, oui. Les partenaires locaux ont déjà des infolettes ou autres moyens de communication. Donc, c'est de passer par eux pour faire passer votre page présentation. Donc, ça peut être les commissaires économiques, les chambres de commerce, sociétés de développement commercial. Si un lieu précis est ciblé, identifier les bonnes personnes pour maximiser l'impact des informations transmises. Éviter les adresses de courriel info, appeler et demander la personne référence et son adresse de courriel. Ça peut être un directeur, ça peut être directeur de ressources humaines, directeur de production, directeur général. Si un lieu précis est ciblé, identifier les bonnes personnes, bon, c'est ce que je viens de dire. Et les commissaires économiques, ça peuvent parfois avoir des informations précieuses. Ils peuvent vous dire, ben, dans tel quartier industriel, moi, je verrais telle entreprise. Faire un appel de suivi, comme je disais tantôt, pour s'assurer que le programme s'est rendu à la bonne personne. C'est bien beau de l'envoyer, mais s'il y a 650 courriels par jour, ça se peut que ça tombe entre 2 chaises ou qu'en grande diagonale, il a décidé que ce n'était pas intéressant. Donc, n'hésitez pas à rappeler le lendemain ou réenvoyer un petit courriel suivi une semaine suivante. C'est des choses qui sont fortement suggérées. Levier. Un site web, comme on disait tantôt, bien structuré, clair pour référer lors d'envoi massif. Vous avez un petit lien en bas dans votre signature, merveilleux, les gens aiment. Afficher les possibilités de financement, démontrer son expertise et des exemples de projets réalisés. En partenariat avec le commissaire économique, envoyer des lettres aux entreprises. Oui, ça peut être des lettres ou des courriels pour faire connaître vos forfaits. Organiser des visites de terrain, c'est une possibilité, ou déjeuner-conférence ou webinaire, parce que les gens manquent de temps souvent pour se déplacer. Merci beaucoup. Donc, ensuite, voilà, donc c'est la section qui portait sur le démarchage et l'approche. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ceci? Bon, il faut prendre en considération de nombreuses vulnérabilités, que ce soit au niveau des aléas climatiques, des vulnérabilités sociales, des santé publiques même. Et lorsque vous priorisez un territoire, il faut identifier, interpeller les instances locales afin de promouvoir. On a parlé tantôt de commissaire économique, chambre de commerce, etc., etc. Une excellente préparation aux rencontres est essentielle et visuelle au niveau du matériel, mais au niveau de l'argumentaire aussi. Des forfaits clés en main, c'est vraiment winner, là, comme on dit en bon québécois, pour inciter les gens à mieux comprendre qu'est-ce qu'on a à offrir. Puis, important aussi d'initier sur les outils de communication des partenaires locaux pour diffusion auprès de leurs membres, comme tu viens tout juste de mentionner. C'est vraiment ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette section ici, que ce soit en ligne ou en salle. Oui? Je savais que la table était pour avoir une question. Ça viendrait, oui. Est-ce que ça marche-tu? Est-ce que dans votre expérience, vous avez plus ciblé un endroit spécifique pour faire un projet ou vous avez en fait des envois massifs puis avec votre forfait, ils sont venus vous recontacter pour faire des projets? Ben, dans le cadre de la campagne ILO, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait une priorisation territoriale. On a superposé des cartes. On a dit, bon,
Ces territoires-là, il y a vraiment une très forte concentration d'îlots de chaleur, une défavorisation matérielle et sociale. Donc, déjà, on avait un territoire et à l'intérieur de ce territoire-là, et là, je n'ai pas la carte avec moi, mais on avait ciblé Anjou. C'est un des premiers territoires à Montréal qu'on avait ciblé. On a contacté le commissaire économique. Le commissaire économique avait envie d'embarquer dans une campagne de. Il était conscient justement de l'enjeu, sauf qu'il n'avait juste pas passé à l'action. Puis, c'est via le commissaire économique qu'on avait envoyé une lettre avec un document, comme tu as montré, là, un forfait qui fait le tour des différents financements finalement qu'on avait offert. Puis, pour nous, ça a été vraiment très porteur à cet endroit-là, mais on a commencé par cibler le territoire. Ensuite, on a ciblé les acteurs qui sont actifs sur le territoire pour pouvoir faire des partenariats avec eux pour rejoindre les entreprises. Ce n'est pas une garantie qu'ils vont accepter, qu'ils vont embarquer, mais déjà, quand ça vient de l'arrondissement, c'est mieux généralement au niveau de la réception que quand ça vient de l'organisme OBNL. On ne se le cachera pas. Je ne sais pas si de votre côté, vous avez... Ben, comme tu dis, on a ciblé des espaces. Des fois, on allait à la pêche. On trouvait qu'un stationnement était plein de trous, très grand, qui aurait besoin d'espace et que ça donnait qu'il y avait une plate-bande au milieu, que l'arbre était mort. C'est déjà un départ d'expliquer pourquoi que son arbre est mort. C'est après 10 ans, il a spiralisé. Donc, oui, c'est comme ça. À pêche, ou des fois, c'était, on entendait parler d'un projet, on y allait. C'est allez-y, parlez-en de toutes les façons, essayez plusieurs façons. Plus vous allez répéter, plus ils vont en entendre parler. Ça prend 7 fois avant que ça rentre. C'est à peu près ça. 21 fois. C'est ça. Nous autres, en Estrie, puis je vois que toi aussi, tu vas vouloir réagir. Donc, en Estrie, nous, on avait déjà ciblé 2 quartiers industriels, en fait, deux municipalités avec leur quartier industriel, parce que quand on a regardé la carte des îlots de chaleur de la région, c'était les 2 municipalités où on avait les plus grands îlots de chaleur associés avec les parcs industriels dans ce cas-ci. Donc, on a été à la rencontre en fait, ça a été principalement des organisations d'aide au développement économique qui nous ont dit, en plus, ben, je trouve que ton projet est intéressant, puis j'ai peut-être des recommandations dans les entreprises avec qui tu pourrais parler. Donc, ça a été un facilitateur dans cette approche-là. Il y en a que ça a fonctionné, il y en a que ça n'a pas fonctionné. Puis, Rosalie, peut-être que tu veux toi aussi compléter, puis j'aurais une petite chose à ajouter à ce qui a été présenté tantôt. Merci. Ben, je voulais juste compléter en disant que de notre côté, on s'est vraiment fié aussi sur le réseau d'organismes qu'on avait à Québec et dans la région. Il y a beaucoup de projets aussi qui nous ont été référés par d'autres organismes, puis que ça a vraiment été une force là, de notre côté d'en parler aux organismes qui font des actions similaires ou pas. Puis des fois, ils vont nous référer des projets qui savent dans nos critères ou qui savent là, dans nos champs de compétences un peu plus. Là. Fait que nous, ça a été vraiment un bel atout aussi pour ce projet-là. D'autres questions? Est-ce qu'en ligne, ça réagit? Non? Est-ce que tu voulais... Moi, j'ai une question pour donc là où cibler les territoires. Dans le fond, vous avez parlé vous allez chercher les secteurs prioritaires, donc qui ont des hauts indices d'îlots de chaleur. Vous avez mentionné quelques sources de données. Il me semble que c'était l'IRNSP et la MNRQ. L'IRNSPQ, oui. Puis aussi c'était quoi déjà? C'était l'indice de canopée, exact, oui. L'indice de canopée, on l'avait pas comme... OK. OK. Oui. Donc, je disais que chez nous, on l'utilise, ça dépend des projets, évidemment, mais c'est que malgré le fait que tu peux avoir des îlots de chaleur, parfois, ça peut t'aider aussi à démontrer comme quoi que là où tu as des îlots de verdure, ce sont des îlots de fraîcheur par rapport à l'ensemble de ton territoire où tu veux passer à l'action. Donc, ça peut influencer aussi la perception des décideurs, dire OK, bien là, je comprends, là, il y a une différence, chez moi aussi, je veux en faire partie. Ça, ma question, c'est justement parce que c'est un outil aussi pour convaincre les personnes dans le projet, mais je voulais savoir, est-ce que c'est des données qui sont assez accessibles? Est-ce que c'est des données qui sont à jour constamment? Est-ce que vous avez de la difficulté à aller chercher ces données-là pour certains territoires? Une autre source qu'on n'a pas nommée, forêt ouverte. Donc ça en est une.
Puis sinon, il y a sur le site du ministère des Ressources naturelles, il y aura les outils nécessaires, là, mais il est possible de consulter un ensemble de cartes. On a parlé notamment des courbes de niveau ici, mais dans ces courbes, dans ces cartes-là, il y en a d'autres qui touchent, par exemple, sur le potentiel forestier. Il y en a que c'est pour vraiment plus l'entreprise agroforestière ou de foresterie, mais il y a d'autres couches qui s'ajoutent à ça, notamment l'indice de canopée. Je tiens à mentionner que les documents que vous allez recevoir, il y a déjà des liens qui vous mènent directement à la plateforme où je suis allé chercher ces impressions à écran. Parfait. Juste une mini précision. Est-ce que c'est des données qui sont facilement accessibles? Est-ce que c'est mis à jour constamment? Bien, pour la mise à jour, je crois que oui. 2022, c'est quand même assez récent, je te dirais. Là, la carte. C'est ça. Puis la carte des îlots de chaleur, elle est mise à jour à peu près aux 5 ans, je te dirais. OK, ça répond à ma question. C'est ça. Il y a une question en ligne. Pouvez-vous indiquer, c'est Julie Valcourt, Environnement Côte-Nord, qui demande qu'est-ce que c'est un commissaire économique? Pouvez-vous m'indiquer, commissaire économique, c'est quoi? Bien sûr, merci. Un commissaire économique, dans les cas, en tout cas sur l'île de Montréal, c'est une personne qui travaille habituellement dans un arrondissement, donc un territoire de Montréal, et qui est responsable de démobiliser et puis de susciter vraiment les conditions favorables au développement économique. Donc, c'est un mandat très, très large. Un de ces mandats, justement, c'est de faire des liens entre les organisations qui font, par exemple, du verdissement, mais ça peut être sur autre type de partenariats, et les entreprises. Donc, ils sont vraiment de manière très large là pour collaborer à la dynamisation, au dynamisme, en fait, du milieu économique local. Ils vont travailler parfois avec d'autres commissaires économiques, d'autres territoires sur des démarches un peu plus larges, si on veut. Donc, ils sont vraiment là pour stimuler le développement économique. C'est une personne habituellement, mais qui travaille pas seule au monde parce qu'il y a une équipe derrière ça, là, mais c'est une seule personne qui est attitrée qui a ce titre-là et qui va se doter d'un plan de match finalement pour mobiliser les acteurs économiques du territoire. Les tsars de l'économie, c'est bon. Oui. J'avais juste une petite précision pour les données. La plupart des données, si elles ne sont pas sur ces cartes-là, si elles ne sont pas sur Forêt ouverte, elles sont sur Données ouvertes. Vous pouvez les télécharger. La plupart des données au Québec sont mises à jour entre 5 à 10 ans. Pour vous donner une idée, la carte des îlots de chaleur, l'ancienne était de 2016, la nouvelle est de 2022. Donc, faites le calcul, c'est à peu près 8 ans. Donc, c'était juste pour ça. Mais oui, les données sont très accessibles. Il faut juste savoir où les chercher. Donc, retenez Forêt ouverte, puis Données ouvertes, puis ces cartes-là. Puis ensuite, retenez les informations de vos MRC, si vous en avez, puis de vos villes. Les SADR ont beaucoup d'informations publiques aussi. C'est tout. Les CIUS aussi, en effet. Pour compléter aussi, concernant le commissaire, vous pouvez, dans vos régions, vous tourner vers vos SADC puis vos CAE, donc des sociétés d'aide au développement commercial, puis au centre d'aide aux entreprises, qui peuvent aussi être des bonnes pistes pour cibler des entreprises qui, potentiellement, ont déjà une ouverture plus grande. Oui, j'ai une petite question sur, c'est plutôt dans votre expérience personnelle et dans votre ressenti par rapport à vos projets que vous avez réalisés. C'est quoi, selon vous, le top des critères vendeurs, des éléments qui ont pu être vendeurs, qui ont augmenté l'intérêt des propriétaires en secteur commercial et en secteur industriel, s'il y a des différences? Ça serait quoi vraiment qui a, dans ce que vous avez pu ressentir, qui a vraiment donné de l'attention au projet qui a fait que ça a été plus loin? Si vous avez déjà un lien avec l'entreprise, c'est ce qui fonctionne le plus avec le forfait. Il y en a une que j'ai approchée dans le domaine des assurances. On était déjà en processus avec une autre de mes collègues pour la certification éco-responsable. Donc, ils cherchaient à rajouter du verdissement pour aller chercher plus de points. Et l'autre entreprise, comme je disais tantôt, on était déjà en lien parce qu'il y avait un comité vert, que c'est la deuxième année qu'ils venaient faire de la plantation avec nous. Et le pire, c'est que la première année, je leur en avais parlé et comme activité, ils avaient préféré aller faire une plantation avec 4-5 employés.
C'est juste la deuxième année que j'ai réussi à parler à une autre personne et qui était plus ouverte et qui a dit oui. Merci. Puis, en complément des réponses, justement, il y a toute la question de l'argumentaire du passage à l'action, des avantages économiques pour l'entreprise. Souvent, ils ne sont pas tout à fait conscients de qu'est-ce que ça peut représenter. Évidemment, tu as la réduction des coûts opérationnels, économie d'énergie, gestion des eaux de pluie avec les pluies diluviennes soudaines, assez violentes. Ça engendre des coûts pour ces entreprises-là, mais ils ne savent pas toujours qu'ils peuvent apporter une solution intéressante avec un beau projet qui vise la gestion des eaux. Et toute la question de l'attractivité de l'entreprise, pas seulement pour la clientèle, mais pour les travailleurs aussi. Dans certaines entreprises, il y a beaucoup de roulement et c'est un enjeu aussi. Donc, avoir des espaces de repos qui sont agréables, juste un lieu finalement qui est stimulant, c'est quand même intéressant pour eux. Et on ne parle même pas de productivité au travail. Tu sais, des gens qui se sentent bien dans un endroit, ils vont habituellement être plus productifs. Le fait qu'ils passent à l'action peut te permettre d'accéder à d'autres financements aussi selon les programmes. Voilà. Puis évidemment, la conformité réglementaire, ça fait des entreprises aussi des bons citoyens corporatifs responsables, on va le dire comme ça. J'ajouterais aussi le facteur team building. L'entreprise qui, tu lui dis que tu peux faire planter ses employés, faire travailler au projet. Souvent, les employés, la liste, elle est plus longue que ce qu'ils peuvent mettre. C'est vraiment apprécié. Ça, c'était les deux places les meilleures. C'est ça qui s'est passé. Encore une question. J'en ai plein, en fait. Oui, je vais commencer avec les faciles, disons. Vous avez montré plein de documents de forfait. Et là, on a des petites photos, des captures d'écran. Est-ce que ça serait possible de les partager tout le monde ensemble? Est-ce qu'on pourrait faire un dossier puis qu'on peut s'inspirer de chaque et chacun? Certainement. Parce que je pense qu'au niveau du droit, si on peut partager, ça va être public, c'est ça? Pardon, excuse-moi. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut partager les matériaux de présentation? Non. Non. Les forfaits, oui, excusez-moi. Ouais, oui, c'est ça va ça. être sur la page web. Les forfaits clés en main vont faire partie des outils qui seront sur la page web, qui n'est pas encore accessible au public, mais qui le sera prochainement. La seule chose, oui, vous pouvez utiliser nos outils. C'est fait pour ça. On les a fait pour les partager. Mais attention de ne pas utiliser exactement le même terme. Coup de fraîcheur, c'est associé à Drummondville. Oui, c'est votre projet. C'est associé à l'Estrie. Donc, il faut demander une permission pour ça s'il y a lieu. Mais sinon, inspirez-vous sans problème. C'est pour ça la formation aujourd'hui. Parfait, mais je voulais aller encore plus loin. Là, dans le stationnement éco-responsable, justement, on avait essayé de quantifier aussi la productivité. C'est en combien regarder un arbre de ton travail t'amène un bien-être, comment ça peut. On a essayé de voir au niveau de l'énergie, fait qu'on avait fait des recherches là-dessus qui est dans un drive perdu à quelque part, mais je pense que si on est capable, ouais, c'est souvent ça qui arrive, hein, mais si on est capable de rapatrier un peu peut-être là, les informations que vous avez mis, vous avez dit c'est important d'arriver avec des chiffres, mais comme oui, pour la gestion de l'eau, mais sur combien, si on est capable éventuellement, puis je sais que peut-être pas tout de suite, mais avec tous nos projets, de pouvoir arriver avec des chiffres, je pense que ça peut être encore plus parleur. Là. Par exemple, nous, on a eu un sous les pavés avec le CETO qui a fait une étude qui nous a montré comment juste un bout de gazon était capable d'absorber, mais aussi de filtrer. Là, là, ça, c'est des chiffres. Là. En tout cas, je pense qu'on pourrait faire ça. Je vous donne du travail, je ne sais pas à qui, tu sais. Bien, des chiffres, c'est sûr que oui, il y a une plus ou moins, selon chaque projet, c'est différent. Mais quand je parle de chiffres, c'est que les entrepreneurs, souvent, ils veulent un chiffre de savoir comment ça coûte. Oui, ça, comment c'est sûr. faut que j'investisse, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? C'est ce chiffre-là qu'ils cherchent beaucoup. Mais c'est ça. Est-ce que, ben, en fait, ma question aussi, c'était de dire, est-ce que juste dire, vous allez économiser en énergie? Oui, mais à combien? À combien mon investissement de 10 000 $? Puis je sais que c'est super difficile à dire, mais si on est capable d'aller chercher quand même ces chiffres-là, est-ce que ça ne parle pas de dire, ben ton 10 000, finalement, tu le rentabilises parce qu'on baisse? Puis, ça, c'est tellement variable. Mon arbre à sodo,
par rapport à la grosseur de l'entreprise, s'il y a de la pelouse, s'il y a de l'asphalte, je vais-tu mettre 10 arbres, 20 arbres? Dans 20 Ouais, ans, c'est mon sûr. arbre, quelle différence ça va faire? On n'a pas d'outils actuellement pour le mesurer. OK, parfait. Ben, c'est difficile à quantifier, puis j'ai Oui, pas ben, c'est ça, les mais- moyens d'engager tout le temps un ingénieur pour ça. Peut-être que collectivement, on était capable d'arriver peut-être à des recherches ou des chiffres qui. Mhm. Ben, juste pour compléter, en fait, je trouve que ta question, elle est super bonne. Vite, là. Ta question, elle est super bonne, c'est très, très pertinente, mais je te dirais comme quoi que dans une première amorce avec les entreprises ou avec des entreprises, quand tu parles de plusieurs, il va falloir que tu juges aussi quelle est l'information la plus pertinente à leur présenter. Peut-être que ça va être une question qui va survenir quand on va être rendu davantage à jaser un à un. Pour moi, combien de temps tu penses que ça va prendre pour pouvoir qu'il y ait un retour sur investissement? Donc, là, c'est là que tu peux apporter les bénéfices puis dire, ben là, il y a telle chose, puis par rapport à la réglementation, il y a autre chose. J'en parle dans la prochaine partie. Le 12 degrés. On la garde en poche? Mais en fait, mon autre question, c'était, là, on parle beaucoup que vous aviez eu ce financement-là, mais je me demandais si vous aviez d'autres expériences sans le verdissement SCI, de comment garantir, dans le fond, de ne pas avoir de temps entre la première rencontre et les prochaines étapes quand on n'a pas déjà ce financement-là? Comment aller approcher des entreprises quand on n'a pas encore le financement comme vous aviez eu de verdissement, si vous l'avez fait ou pas?